Merci Bruno. Tout d'abord, merci et aussi félicitations à Bruno et toute son équipe pour organiser cet événement de Green Finance. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous à Paris pour en discuter. C'est quelque chose que j'accompagne dès le début même du concept de Green Finance, qui en fait a été né suite à la création du concept de Green Growth, la croissance verte. Et la Commission européenne, l'Union européenne, qu'à l'époque j'avais l'honneur de diriger, nous y avons contribué lorsque nous avons lancé le paquet énergie-climat en 2007 et qu'on a essayé de développer au niveau global certaines actions qui d'ailleurs ont passé par différentes phases, notamment l'échec de la conférence de Copenhague en 2009, mais aussi après, à la fin, je crois, le succès de la conférence de Paris, même si c'est un succès encore avec certains brouillards à cause du fait que l'économie la plus importante au monde, les États-Unis, n'en font pas partie encore. Alors, ce que je me propose, c'est de très brièvement, on m'a donné 15 minutes, de présenter ce qui est en cours maintenant, au niveau global, au niveau de l'Union européenne, en termes de réglementation et d'initiatives dans cette question de la Green Finance, et après aussi partager avec vous un peu mon expérience, surtout du côté politique et policy making, et aussi maintenant, aussi dans ma capacité de l'autre côté, d'un secteur privé, pour vous dire ce que je pense qui va se passer dans ce domaine en termes de tendance. Ici, dans la salle, il y a des experts, vraiment des experts. Je ne suis pas un expert dans ces questions, mais je crois qu'en partageant mon expérience, je pourrais donner une contribution à votre discussion que je vais d'ailleurs suivre avec un grand intérêt. Tout d'abord, aujourd'hui, au niveau global, nous avons beaucoup d'initiatives pour ce qu'on appelle la Green Finance en anglais. Ces initiatives sont promues surtout par les Nations Unies, par le G20. Elles se concentrent sur le rôle des investisseurs en encourageant des investissements soutenables avec un focus sur les questions des disclosures, donc ça veut dire toute la transparence, tous les éléments sur le contenu des investissements et sur la gouvernance de ces investissements. Au niveau de l'Union européenne, on analyse maintenant comment intégrer des considérations de soutenabilité dans les politiques financières, notamment pour soutenir une croissance qui serait soutenable. Au niveau international, tout d'abord, nous avons le UNPRA, sur United Nations Principles for Responsible Investment, qui offre un cadre global pour que les investisseurs puissent intégrer des considérations environnementales, sociales et de corporate governance, les fameux ESG, dans ces pratiques d'investissement. Aujourd'hui, il y a aussi au moins 2500 entités privées, donc asset managers et banques internationales, qui ont signé cette carte. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà et qui donne un cadre global pour l'investissement qui respecte les principes de la finance verte. Il y a aussi le UN Principles for Responsible Banking qui ont créé un benchmark pour ce que l'on pense devrait être une banque responsable d'un point de vue environnemental et social et qui donne des guidance sur la façon dont les banques et les institutions financières en général devraient suivre ou poursuivre ces objectifs. Il y a au niveau du G20 le G20 Sustainable Finance Study Group, qui est à l'heure actuelle d'ailleurs coprésidé par le Royaume-Uni et la Chine, ce qui est intéressant, et qui travaille maintenant à identifier des options volontaires pour élargir l'investissement privé dans des activités soutenables. Le G20 a aussi donné comme mission au Financial Stability Board d'établir une task force je vais dire parfois, ces questions sont en anglais, je m'excuse, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Encore une fois, l'intérêt et la préoccupation, c'est que l'on sache vraiment, en toute transparence, où sont les investissements et quelles sont les activités qui peuvent être financées, qui seraient compatibles avec un agenda de soutenabilité. L'idée, c'est de créer plus de transparence pour que les investisseurs, les prêteurs et d'autres stakeholders connaissent
le contenu des investissements d'une perspective de soutenabilité. Ça, c'est le Financial Stability Board, qui est d'ailleurs aujourd'hui présidé par le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ce qui est encore intéressant, encore une fois, dans cette coopération, c'est que la City of London Corporation, avec le Chinese Green Finance Leadership Program, les deux institutions, donc entre Londres et Beijing, ont publié des principes d'investissement vert pour la célèbre initiative Belt and Road. Belt and Road, initiative que les Chinois sont en train de promouvoir, comme vous savez, avec une grande détermination. À mon avis, ça va constituer aussi un très important benchmark pour le reste du monde. C'est très intéressant ce qui se passe dans ce secteur, parce que finalement, on parle de la Chine, qui est l'économie aujourd'hui qui est la plus grande, enfin, la plus importante dans l'avenir, sans doute. Il y a là 7 principes qui soulignent le besoin d'intégrer la soutenabilité et la corporate governance aussi avec toute la transparence dans l'information sur le contenu environnemental, inclut le risque environnemental, environmental risk, et aussi pour l'utilisation, si possible, des produits financiers verts, Green Financial Products. L'Union européenne, pour sa part, elle a publié le Sustainable Finance Action Plan en 2018, qui s'appuie sur 3 principes. C'est de réorienter les flux de capital pour une économie plus soutenable, c'est l'intégration de la soutenabilité dans les critères de risk management au niveau financier, et c'est aussi pour renforcer la transparence et de long-termisme, et donc les visions de long terme. Pour exécuter ce plan, la Commission a publié déjà 3 règlements, 3 regulations, qui sont concentrés sur la taxonomie de la soutenabilité, sur les disclosures en termes d'environnemental, soutenabilité et de governance, et aussi en créant une nouvelle catégorie de benchmark soutenables. La Commission a aussi créé un groupe d'experts techniques qui est en train d'assister la Commission pour développer une classification, un système de classification qui va déterminer quelles sont les activités économiquement soutenables. Ça va déterminer aussi le standard pour le célèbre European Union Green Bond, donc il y aura un standard pour cela, et qui va aussi donner de la guidance pour améliorer les disclosures, donc les informations, la divulgation en termes de corporate disclosures, en termes d'entreprises et de compagnies. Ce groupe va publier ses résultats très prochainement, donc le 18 juin, c'est le jour prévu pour la présentation de ces données. Et vous savez, il y a aussi l'European Union Joint Research Center qui travaille pour un système volontaire d'étiquetage, labeling, Voluntary European Union Labeling Scheme, qui va permettre aux investisseurs d'identifier quels sont les investissements soutenables de façon qu'ils puissent envoyer ces investissements dans ces activités. Bon, tout ça paraît très technique, et c'est très technique. Tout ça, vous avez peut-être pris note que j'ai utilisé plusieurs fois la formule volontaire. C'est vrai que beaucoup de ces mesures ne sont pas encore contraignantes, c'est volontaire, c'est en créant des bonnes pratiques, mais je peux vous dire d'expérience que c'est comme ça normalement qu'ils commencent les grandes choses à l'Union européenne. On ne commence pas tout de suite par la réglementation, on commence par l'échange de bonnes pratiques, on commence avec des groupes techniques. C'est ce que j'appelle parfois le charisme technique. D'autres appellent, c'est l'horreur de la bureaucratie. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et on commence de façon très lente, mais on crée un système et un régime qui va complètement changer. À mon avis, et je vous le dis très franchement, la finance verte, c'est un des domaines qui connaîtra le plus grand développement dans les années à venir. C'est un secteur d'un immense avenir. Et ça pour 2 raisons fondamentales. Science et opinion publique. C'est ce que j'ai trouvé lorsque nous avons lancé le paquet Climate Change, le paquet énergie-climat en 2007 à la Commission. À l'époque, il y avait beaucoup de scepticisme. Soyons francs, il y avait beaucoup de pays qui ne le voulaient pas.
Ils étaient très dépendants, par exemple, de la production au carbone. Donc, ils ne voulaient pas du tout qu'on puisse, comme on l'a fait, établir comme des objectifs de réduire jusqu'à 2020, plus 20% dans les gaz à effet de serre, faire une croissance de 20% de l'efficience énergétique, faire 20% de renouvelables. C'était presque une hérésie pour certains. Donc, l'opinion était divisée. D'ailleurs, on a senti, moi-même à l'époque, j'ai senti surtout l'appui des Britanniques, plus que la France et l'Allemagne, je vous le dis très franchement, des Scandinaves. Mais sans l'appui des Scandinaves et des Britanniques, on n'aurait pas eu le paquet changement climatique. Après, on a eu l'adhésion de l'Allemagne, aussi de la France. Il y avait des pays de l'Europe centrale et de l'Est. Pour le dire très franchement, ils étaient contre. C'était contre certains. Ils étaient surtout dépendants de la production du carbone, donc ils ne voulaient pas des renouvelables, ils ne voulaient pas des green technologies. Mais à la fin, on a établi un consensus. Comment ? En faisant quelque chose que je crois qu'on fait très souvent, qu'on devrait faire plus souvent à la Commission, à l'Union européenne. Lorsqu'on a un problème, si on veut le résoudre, on doit l'élargir. Parce qu'en élargissant le problème, vous créez tout d'abord plus de stakeholders intéressés dans sa solution. Deuxièmement, vous créez plus de trade-offs. C'est ce qui s'est passé. Si on avait présenté un paquet simplement pour le climat, un paquet vert contre les changements climatiques, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas d'accord. Mais comme on a su lier ça à un paquet pour la sécurité énergétique, qui intéressait énormément les pays de l'Europe et de l'Est, surtout à cause des menaces de la Russie à l'époque, qui d'ailleurs se sont concrétisées quand ils ont coupé le gaz à beaucoup de nos pays, par cause des conflits qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, alors là, ces pays sont entrés dans nos efforts. Et c'est la même chose qui s'est passée surtout après avec la Chine. Je me rappelle la première fois que nous avons discuté ça avec la Chine était extrêmement dur. Les Chinois aussi n'en voulaient pas parler. Les Chinois disaient, mais ça c'est vous les Européens et vous les Américains, vous avez eu votre révolution industrielle et maintenant vous ne voulez pas que nous, qu'on puisse faire les croissances comme vous l'avez faite. Non. Bon, bien, on fera un effort, mais ce sera shared but differentiated responsibilities. On va le faire lentement. Mais on sera... Et à Copenhague, le président Obama est venu nous dire à nous, nos Européens, dans notre salle, je ne serai pas avec vous, sorry guys, je vais appuyer les autres, les BRICS. Et il est allé voir les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, l'Afrique du Sud, qui finalement ont dit non, on n'est pas prêt. Et c'est pourquoi finalement on a eu l'échec de la conférence de Copenhague à l'époque. La Chine après a changé. Et pourquoi la Chine a changé ? Parce que la Chine a vu l'immense opportunité de la croissance verte et aujourd'hui, ils sont les premiers producteurs de panneaux solaires dans le monde. C'est finalement ça. Donc c'est en liant sans doute la reconnaissance d'un problème, un problème que je considère existentiel. Quel est le problème peut-être le plus important au monde? C'est la survie même de notre planète. Donc il faut reconnaître intellectuellement qu'il y a là un problème essentiel, fondamental, c'est la survie même de notre planète. Mais là, après, pour que les agents politiques ou les agents économiques ou financiers puissent prendre des décisions, il faut quand même des incentifs, soit des incentifs positifs, je peux être un peu redondant, soit des incentifs négatifs, des choses qu'ils ne pourront pas faire. Et donc il faut créer de la réglementation qui donne le système, qui crée le système d'incentifs qui peut faire que les choses puissent avancer. C'est pourquoi, et ce sera peut-être ma conclusion, parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps, je crois franchement qu'aujourd'hui, il y aura, appuyé sur la science, qui nous donne toujours aujourd'hui plus de preuves sur la man-made climate change, et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment être obscurantiste pour nier tous les éléments que la science nous a déjà fournis. Il y a encore aujourd'hui les climate denials, certains d'ailleurs en position de très grand pouvoir. Je me rappelle à l'époque, à la Commission, il y avait au moins un président d'un de nos États membres qui niait l'existence même du problème du climat. Aujourd'hui, on trouve ailleurs ces denials, mais je crois que finalement, la science va consolider cette opinion. Mais dans l'opinion publique, surtout celle de la jeunesse, je crois qu'elle est en train de créer une pression qui ne pourra que croître, être plus grande, et cette pression sur l'économie, notamment sur l'industrie et les services, et ce n'est pas à exclure que l'on assistera à des mouvements de rejet des produits et de services qui ne seront plus considérés acceptables d'un point de vue environnemental et ou de soutenabilité. Je crois que ça va se passer et ce ne sera pas très loin d'aujourd'hui, plus fort. Il y a déjà eu des signes. Notamment, le social media va avoir là un rôle sans doute. Quand on pense par exemple aux conséquences du mouvement MeToo,
sur la façon dont on regarde aujourd'hui maintenant les rapports entre hommes et femmes dans les lieux de travail. Ou toutes les questions liées aux causes des femmes en matière de les conséquences en termes de politique suivies par les entités publiques et par les entités privées en matière de gender diversity. Quand on regarde seulement ça, à mon avis, ce n'est pas difficile à prévoir qu'on aura des mouvements encore plus puissants en ce qui concerne la soutenabilité des produits et des services qui seront mis à la disposition des consommateurs. Donc, c'est évident, la seule chose intelligente à faire, surtout pour les investisseurs à long terme, comme des fonds de pension, des assurances, des caisses de retraite, des mutuelles, mais pas seulement pour les investisseurs à long terme, c'est de bien choisir ces investissements. Et c'est de prendre en considération ces facteurs. Et donc, je crois que ceux qui ont déjà compris ça plus vite, et il y en a certains qui prennent ça plus vite que d'autres, sont déjà en train d'aligner leur stratégie d'investissement avec ces préoccupations. Soit par une conviction profonde, et une conviction écologique profonde. C'est-à-dire, on voit ça aussi dans l'opinion publique. Si vous regardez les dernières élections européennes, c'est très intéressant la croissance du mouvement des Verts. Donc, nous allons assister à un approfondissement de ce mouvement en Europe et je crois aussi aux États-Unis. Bien sûr, il faut faire la distinction entre la Californie et New York et le reste des États-Unis, mais je peux vous dire que, de mon point de vue, les États-Unis commencent à penser s'ils ne doivent pas, aussi pour des raisons économiques et financières, changer un peu de cible. Finalement, il y avait des présidents américains qui m'ont dit « Ne crois jamais que les Américains vont joindre ça, parce que même si les présidents te disent qu'ils vont le faire, ils ne le feront pas parce qu'il n'y a pas une majorité au Congrès. » Et la vérité, c'est que ce n'est pas seulement avec l'actuel président américain. La vérité, c'est qu'on n'a pas ratifié Kyoto. Bill Clinton l'a approuvé, mais il ne l'a pas ratifié. C'est vrai qu'Obama a accepté Paris, mais il savait déjà qu'il n'aurait pas à se préoccuper avec la ratification. C'est pourquoi ils n'ont pas fait l'effort pendant le premier mandat, ils l'ont fait seulement au deuxième mandat. Donc c'est la réalité. Ces Américains, le système américain n'était pas encore prêt pour faire un plus grand saut en avant dans les questions d'environnement. Mais je crois qu'aujourd'hui, surtout au niveau des États, au niveau des universités, au niveau des plus jeunes, on commence à avoir cette tendance. Et ce ne sera pas difficile à prévoir un changement à un certain moment, notamment lorsqu'il y aura des technologies plus avancées pour certains de ces domaines, ce qui est d'ailleurs en train de se produire. C'est pourquoi, à mon avis, il nous faut faire plus. Et j'espère que notre réunion ici sera une petite contribution, mais une contribution importante pour rendre plus importante encore cette réalité qu'est la finance verte, parce qu'elle nous aidera dans la résolution d'un problème existentiel pour nous et pour nos générations futures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.